Bienvenue dans la partie 2 d'Eileen Wuornos, la mécanique du trauma. Dans cet épisode, on quitte un instant les faits pour regarder ce qui se joue à l'intérieur. Le trauma préverbal, l'alarme interne bloquée sur rouge, la dissociation comme refuge et la manière dont le passé peut engloutir le présent. Rien ici ne cherche à excuser, rien ne cherche à atténuer, mais pour comprendre Eileen, il faut comprendre comment son corps a survécu et comment ce même corps a fini par la conduire au bord du gouffre. On ouvre la clinique, on éclaire la mécanique et on avance pas à pas dans ce que le trauma fait à une vie. Il y a dans l'histoire d'Eileen un tremblement plus ancien que tout le reste, un séisme silencieux survenu avant les mots, avant les phrases, avant même que la pensée sache se tenir debout. Les cliniciens appellent cela un trauma préverbal, une blessure qui frappe avant 3 ans, à un âge où l'enfant n'a pas encore de langage. Avant 3 ans, on ne peut ni raconter, ni symboliser, ni donner du sens. Alors le trauma ne devient pas un souvenir, il descend dans le corps. Il se loge dans les tissus, les muscles, la respiration. C'est un ventre qui se noue sans raison, une gorge qui se serre, une alarme interne qui se déclenche toute seule, même lorsque le danger a disparu. Le psychiatre Bessel van der Kolk explique que ces chocs précoces n'entrent jamais dans la mémoire narrative. Ils ne deviennent pas une histoire, ils deviennent une empreinte, un état du corps. À cet âge-là, dans le cerveau, l'hippocampe, ce petit bibliothécaire chargé de transformer une scène en souvenir, n'est pas mûr. Il classe mal, il enregistre peu, il flotte encore dans un brouillard neurobiologique où presque rien ne s'imprime correctement. En revanche, en face, l'amygdale, elle, fonctionne déjà à plein régime. L'amygdale, c'est une structure normale, essentielle, que tout être humain possède. Son rôle, repérer le risque avant même qu'on ait le temps d'y penser. C'est grâce à elle qu'on retire la main d'une plaque brûlante sans réfléchir, qu'on sursaute quand quelqu'un freine devant nous, qu'on se fige une seconde si on entend un bruit la nuit, et qu'on fait un pas en arrière si un chien grogne. Elle prépare la fuite, le combat, le gel. Bref, elle protège. Chez un enfant exposé trop tôt au chaos, au stress, à la peur, l'amygdale apprend que le monde est dangereux tout le temps. Elle devient hypersensible, surentraînée, prête à sonner pour tout et n'importe quoi. Elle ne distingue plus un vrai danger, un souvenir sensoriel, un geste brusque, un ton un peu sec, ou même une situation neutre. Alors, elle déclenche le programme danger à répétition. Le système de défense s'emballe, le corps vit comme si le passé revenait encore et encore. Et ce autre chose n'a rien d'abstrait. Ce n'est pas une scène que l'on revoit, ni une image, ni une histoire. Ils deviennent des réactions automatiques, des tensions dans le ventre, une gorge qui se serre, un cœur qui s'emballe, un sursaut disproportionné, une incapacité à se sentir en sécurité. Autrement dit, le trauma ne s'inscrit pas dans la mémoire narrative, il s'inscrit dans la mémoire du corps. Il ne dit pas souviens-toi, il dit survie. Il installe un programme de défense silencieux mais constant, qui continue à se déclencher même quand la menace n'existe plus. Le psychiatre Besser van der Kolk l'explique parfaitement. Un trauma précoce n'entre jamais dans l'histoire racontable. Il devient une empreinte, une signature corporelle, émotionnelle, un réflexe. Chez Eileen, ce sont les tissus, les muscles, le système nerveux qui gardent la première blessure, pas les mots. Son corps a fait le travail que son esprit ne pouvait pas faire. Il a encaissé, il a absorbé, il a survécu. Très tôt, Eileen apprend à fonctionner en mode hypervigilance. Un sursaut au moindre bruit, une tension de fond, des réactions trop fortes, trop rapides. Et cette capacité à se débrancher pour ne plus sentir quand c'est trop. Chez elle, ce système ne redescendra presque jamais.
Le premier passage à l'acte d'Eileen et les suivants ne sortent pas de nulle part. Ils viennent de là, d'un système nerveux qui n'a jamais connu la sécurité, d'un corps qui a appris à se défendre avant d'apprendre à être porté, d'une vie où la menace était le seul langage stable. Eileen grandit comme ça en première ligne, sans adulte pour contenir, sans mots pour comprendre, sans refuge pour respirer. C'est le séisme d'origine, le point zéro de toute son histoire, le tremblement qui fissure le reste. Ce n'est pas un souvenir, c'est un état du corps, un logiciel interne. Pour Eileen, cette mécanique est centrale. Le trauma préverbal, c'est la racine. C'est lui qui donnera plus tard ses peurs qui explosent sans prévenir, ses réactions énormes pour des détails, ses passages à l'acte en mode panique, cette impression que le danger est partout, et surtout, cette incapacité à distinguer ce qui arrive réellement de ce qui pourrait arriver. Son premier passage à l'acte et les suivants ne peuvent se comprendre qu'à partir de là, un système nerveux qui n'a jamais connu la sécurité, la protection, la régulation, un corps en état d'alerte depuis toujours. C'est un séisme silencieux, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il dévie toute une trajectoire de vie. Il influence les choix, les amours, les peurs, les réactions, tout. Chez Eileen, le corps devient très tôt son premier lieu de mémoire. Les cris, l'instabilité du foyer, la dévalorisation, la peur quotidienne, tout s'imprime comme une succession de petits chocs électriques dans le système nerveux. Alors, le corps invente ses propres outils pour survivre. L'hypervigilance, le moindre bruit fait sursauter. Les réactions qui explosent ou se figent. La dissociation, se débrancher pour ne plus sentir. La difficulté à savoir si le danger est réel ou imaginaire. Et cette tendance à anticiper le pire avant qu'il n'existe. Et puis il tourne, ce radar, puis il devient puissant. Chez Eileen, ce radar finit par gouverner tout. Elle ne pense plus, elle réagit, elle ne symbolise pas, elle se protège, elle ne ressent plus, elle se coupe pour survivre. Et forcément, quand on vit comme ça, prête à fuir ou frapper tout le temps, ça déborde sur tout le reste. Pas seulement sur la réaction physique, pas seulement sur la peur, mais aussi, surtout, sur la manière de se relier aux autres. Après le trauma du corps, après la peur précoce, après des années d'hypervigilance, vient une deuxième blessure, celle du lien. On quitte le système nerveux pour entrer sur un autre terrain, l'attachement. Le lien qui devrait sécuriser devient une zone à risque. Le lien qui devrait apaiser devient un endroit où l'on peut tomber. Le lien qui devrait réparer réactive la peur. Il y a eu chez Eileen ce qui ne devrait jamais exister dans l'enfance, les abus sexuels. C'est ça le plus violent. Pour Eileen, les abus sexuels ne sont pas des faits isolés, mais un climat permanent, une atmosphère où le danger habite la maison, où le corps n'est jamais un refuge, où l'intimité se confond avec la menace. À cet âge-là, l'enfant devrait être protégé. Chez elle, l'agression vient de l'intérieur même du foyer. Alors, tout se dérègle. L'idée du proche devient floue, le corps devient un territoire traversé, jamais respecté, la confiance disparaît, la peur s'installe dans chaque geste, chaque silence, chaque nuit. Et pour survivre, Eileen développe les seules stratégies possibles, la dissociation, c'est-à-dire se débrancher pour ne plus sentir. L'absorption, c'est encaisser sans comprendre. L'obéissance réflexe, c'est éviter la violence en la devançant. Et l'effacement de soi, c'est disparaître pour ne pas être une proie. Le plus cruel, c'est que ces abus sexuels ne détruisent pas seulement son rapport au corps. Ils brouillent tout, la limite, la valeur personnelle, la notion même de sécurité. Les abus sexuels installent en elle une équation toxique et durable. Mon corps n'est pas à moi, il sert aux autres. L'intimité n'est jamais sûre.
je ne vaux rien. Et lorsqu'un enfant grandit avec cette carte du monde-là, il perd l'idée même que son corps pourrait être un endroit habitable. C'est une déformation profonde du lien, de la sexualité, de la confiance, du rapport au réel. C'est ici que s'enracine l'un des fils les plus sombres de sa trajectoire, la confusion totale entre la menace et la relation, entre le danger et le désir des autres, entre le consentement et la survie. Dans ces foyers où l'on ne protège pas, l'enfant apprend malgré lui une vérité dévastatrice. Tout peut arriver, à tout moment. Et le pire, personne ne dira rien. Alors évidemment, plus tard, l'adolescence n'offre aucune scène nouvelle. Elle ne fait que rejouer ce qui a été inscrit trop tôt, trop fort, trop profondément. Arrive alors l'adolescence. Pour beaucoup, c'est le temps de la découverte. Pour Aileen, c'est un replay. À 11-12 ans, elle échange des actes contre des cigarettes. Ce n'est ni une rébellion, ni un caprice, ni une dérive. C'est la seule scène que son psychisme connaît. Le corps rejoue ce qu'il a appris. Il reproduit le terrain traumatique parce qu'il ne connaît pas d'autre manière d'être en lien. Le trauma complexe fonctionne ainsi. L'inconnu fait plus peur que la souffrance connue. Alors Eileen retourne vers ce qu'elle connaît déjà, même si ça la détruit, même si ça la vide, même si ça la met en danger. Ce n'est pas du désir ni de la déviance, c'est une survie automatique. La prostitution pour Eileen, c'est le prolongement direct de son histoire corporelle. Parce que son corps ne lui a jamais appartenu, parce que le lien humain est trop dangereux, parce que la transaction lui est familière, parce que le danger est prévisible, la sécurité non, et parce que personne ne la protège. Elle ne choisit pas la prostitution, elle continue le scénario qu'on lui a imposé depuis l'enfance. Et puis à 15 ans, quelque chose aurait pu changer sa trajectoire. Une grossesse, un enfant. Dans un autre monde, ça aurait pu être une réparation, un premier lien à construire, un ancrage. Mais tout s'effondre immédiatement. L'enfant est retiré, pas de peau à peau, pas d'explication, pas de présence, rien, juste un silence violent. Pour une adolescente déjà sans repère, c'est un séisme. Perte du premier lien possible, effondrement narcissique majeur, sentiment de vide absolu, conviction que même ce qu'elle crée peut lui être arraché. C'est une blessure fondatrice, une confirmation brutale de ce qu'elle pense d'elle-même. Elle n'est faite ni pour être gardée, ni pour être choisie, ni pour être aimée. Et comme si ça ne suffisait pas, les derniers piliers tombent. Sa grand-mère Bretta meurt, son grand-père la met dehors. Sans mots, sans solution, sans retour. Pour n'importe quel adolescent, ce serait un effondrement. Pour Aileen, c'est la fin du monde. Ces deux figures, instables, alcoolisées, imparfaites, étaient malgré tout les seuls murs encore debout autour d'elle. Quand ils disparaissent, elle perd sa dernière trace de foyer, son dernier lien d'appartenance, son dernier repère, son dernier adulte référent. C'est une désaffiliation totale, une expulsion hors de l'humanité. À partir de là, la rue devient son seul lieu possible. Ce n'est pas un choix, c'est une conséquence. Quand son grand-père la met dehors, tout vacille pour de bon. Aileen n'a plus de lit, plus de mur, plus d'adultes pour amortir les secousses. Elle glisse dans une existence sombre. Elle dort dans des voitures abandonnées, dans les bois, sous des porches. N'importe où, la nuit lui laisse un coin de répit. Elle vit d'expédients, de petits vols, de débrouilles. Et très vite, la prostitution s'impose. Un prolongement du chaos d'enfance, une répétition plus qu'une décision. Dans cette errance, tout devient simple ou brutal. On survit ou on tombe. Et à force de vivre dans cette tension continue, un glissement s'opère. La survie cesse d'être un réflexe pour devenir une manière d'exister.
Elle devient un système, un langage interne, un code écrit bien avant elle. Ce moment, c'est l'entrée dans la violence meurtrière. Pas comme un projet ni une ambition, pas comme une froideur calculée, comme la continuité logique d'un corps qui a appris très tôt qu'il ne serait jamais protégé. Plus on avance, plus une chose dérangeante apparaît. Aileen ne tue pas pour tuer, elle tue pour ne pas mourir. Ce premier meurtre a été raconté, romancé, détourné. Cliniquement, il est brutal, mais simple à comprendre. Le premier meurtre d'Aileen, c'est une menace, une vraie. Un homme qui dérape, un corps qui bascule, une agression qui démarre trop vite pour qu'elle puisse penser. Et là, il faut imaginer son cerveau, son système nerveux traumatique réglé sur danger depuis l'enfance, une amygdale hyperactive, un hippocampe fissuré incapable de dire attends, ça c'est maintenant, ça c'est le passé. Chez elle, tout se mélange, tout se superpose. L'instant présent et tous les autres moments où un homme a menacé son corps. Alors, quand l'agression commence, quand le geste devient violent, quand la peur monte d'un coup, son cerveau ne lui laisse aucune marge, aucune seconde de recul, aucune place pour réfléchir. L'alarme interne se déclenche à fond et son corps tire avant elle, avant sa pensée, avant sa logique, avant tout. Pas de calcul, pas de stratégie, pas de préméditation. Juste une décharge de panique pure, un réflexe de survie programmé depuis l'enfance, une réaction archaïque d'un corps qui croit vraiment qu'il va mourir. Ce premier meurtre, ce n'est pas le début de sa violence, c'est le retour de toutes les autres violences, en une seule fraction de seconde. Et c'est là que se joue toute la complexité de ce premier passage à l'acte. Il y a un danger réel, mais il y a aussi un cerveau traumatisé qui réagit 1000 fois plus vite que la raison. Quand elle dit qu'elle a réagi en légitime défense, ce n'est pas une stratégie judiciaire, c'est la vérité de son cerveau traumatique. Elle a vécu ce moment comme une attaque mortelle. Même si, objectivement, le danger était peut-être plus flou, plus ambigu, son corps, lui, ne fait pas dans la nuance. Sa survie s'active comme un réflexe de guerre. Et c'est là que tout change. Chez Aileen, le premier passage à l'acte verrouille l'alarme interne. Il incruste dans son système nerveux une nouvelle équation. J'ai survécu grâce à ça, donc je survivrai encore grâce à ça. Le passage à l'acte cesse d'être impensable, il devient d'abord une option, puis une possibilité, puis une réponse au réflexe. Aileen ne se dit pas « je vais tuer », elle se dit « je ne veux pas mourir ». Et comme l'explique le psychiatre français François Le Bigot, chez les sujets marqués par le trauma précoce, le système d'hypervigilance peut se rigidifier au point de confondre toute tension avec une menace mortelle. Le danger n'est plus une réalité, c'est une anticipation permanente, un mode d'être. À partir de là, chaque rencontre se colore de menaces, chaque voiture devient un lieu clos, chaque silence peut exploser. Son corps ne sait plus trier. Ce client est peut-être agressif, cet homme réveille tous les fantômes qui m'ont détruite. C'est ça le trauma complexe, la confusion totale entre le maintenant et l'autrefois. Un mot de travers, un geste brusque, un ton un peu trop sec, et son système nerveux repart, comme si elle allait mourir dans les prochaines secondes. Dans ces moments-là, Aileen se coupe. Elle glisse dans cette zone grise, cette chambre froide intérieure, où les émotions se retirent pour la protéger. Elle n'est plus tout à fait là, mais elle agit. La dissociation, c'est une stratégie de survie. François Le Bigot parle de cette mise à distance de l'effroi, ce mécanisme où un sujet traumatisé se décolle de lui-même, juste assez pour ne pas être englouti par la terreur. Le corps continue, le geste suit, mais la conscience reste en retrait, comme si elle regardait la scène derrière une vitre. Cette coupure protège, mais elle permet aussi d'aller plus loin que ce que l'esprit conscient aurait toléré.
C'est une anesthésie et parfois une arme. Quand Eileen rencontre Tira, elle croit toucher enfin quelque chose qui ressemble à un foyer, une présence, une stabilité, un nous qui tiendrait debout. Pour elle, qui n'a jamais eu de socle, Tira devient une terre ferme, ou du moins, elle en a l'illusion. Peu importe que l'amour soit bancal, ambigu, mal défini, ce qui compte pour Eileen, c'est qu'on ne parte pas encore, pas elle. Très vite, Eileen se met une charge impossible sur le dos. Tenir pour deux, assurer le motel, ramener de l'argent, protéger la relation. C'est la vieille peur de l'abandon qui dirige tout. Elle se dit, si je ne ramène rien, elle partira et je n'existerai plus pour personne. Alors elle continue la prostitution, encore et encore, même quand c'est dangereux, même quand elle voudrait arrêter. La peur de perdre Tira la pousse à rester dans des situations où son corps aurait dû fuir. Elle ne tue pas pour Tira, ce n'est pas la logique, mais Tira devient la raison pour laquelle elle reste dans ses voitures, la raison pour laquelle elle se retrouve face à des hommes qui déclenchent chez elle la panique ancienne. Donc le risque augmente, la dissociation augmente, et la probabilité du passage à l'acte augmente. C'est un engrenage, pas une intention. Dans cette dynamique, tout se mélange. Le trauma préverbal, le système nerveux verrouillé sur rouge, la dissociation qui coupe juste assez pour agir sans s'effondrer, et le lien avec Tira qui la pousse à continuer malgré la peur. Eileen est prise dans une double contrainte. Si elle arrête, elle perd Tira. Si elle continue, elle risque de mourir. Alors son psychisme fait ce qu'il a toujours fait. Il choisit la survie immédiate, le réflexe, l'instant, l'acte. C'est une mécanique tragique d'un corps traumatisé, placé trop de fois dans des situations impossibles. À mesure que les tensions montent, à mesure que la police avance, à mesure que les journaux parlent, Tira commence à avoir peur. Peur d'être impliquée, peur d'être entraînée, peur de payer. Et très vite, un changement imperceptible se produit. Eileen ne reconnaît plus son regard. Ce n'est plus la femme qui disait on est ensemble. C'est une femme qui regarde ailleurs, qui calcule, qui veut se dégager du naufrage. Un lien fragile devient un lien dangereux. Pour la première fois, Eileen sent que la menace ne vient plus des hommes dans les voitures, mais de celle qu'elle aime. Une peur différente, plus froide, plus profonde. Car perdre Tira, c'est perdre son dernier ancrage. Mais d'être trahi par Tira, c'est perdre même l'illusion qu'elle puisse valoir quelque chose pour quelqu'un. C'est un effondrement intime, un séisme muet. Le pire arrive quand Tira coopère avec la police. Elle accepte d'appeler Eileen, elle lit un texte qu'on lui a préparé. Elle demande à Eileen d'avouer. Elle insiste, elle répète. Eileen comprend tout de suite, d'instinct. Elle sent la peur de Tira, la distance, le ton qui n'est plus à elle. Elle comprend qu'on tient Tira, qu'elle va parler, qu'elle a déjà parlé. Et alors, dans un geste tragique, un geste tordu mais cohérent pour un psychisme fracturé, Eileen fait ce que son histoire lui a toujours appris. Elle se sacrifie. Elle prend tout sur elle. Elle endosse tout. Elle dit ce qu'on attend. Elle protège Tira jusqu'au bout, même quand Tira ne la protège plus du tout. C'est la reproduction exacte de toutes les scènes de son enfance. Je prends la faute pour ne pas perdre le lien. Sauf que cette fois, cela lui coûtera la vie. Au tribunal, Eileen est seule, vraiment seule, et ça se voit. Son visage est fermé, son langage est désorganisé, sa pensée est hachée, ses réactions sont incomprises. La dissociation se mêle à la rage se mêle à la peur se mêle à la honte. Elle n'est plus qu'un corps en mode défense, un organisme qui tente de tenir debout, alors que plus rien ne fait lien. Le lien d'amour est mort, le lien social est mort.
Le lien familial est mort depuis toujours. Le lien psychique s'effondre. Et sans lien, un psychisme traumatisé s'écroule. Les jurés ne voient qu'une femme agressive. Ils ne voient pas la dissociation, ni la terreur, ni le verrouillage traumatique, ni la solitude, ni le sacrifice. Le diagnostic ne parle pas, la clinique ne parle pas, les experts ne parlent pas. Seuls les faits restent, et les faits sont terribles. Quand la sentence tombe, ce n'est pas seulement un verdict, c'est la confirmation que plus rien ne la retient au monde. Elle a perdu Tira, elle a perdu sa liberté, elle a perdu la possibilité de réécrire son histoire. Elle a perdu la possibilité de se raconter autrement que comme un monstre. Et quand on enlève tout à quelqu'un qui a toujours survécu par son propre corps, il ne reste plus que la carcasse. Plus de narration, plus de mots, plus d'avenir. Aileen finit seule comme elle a commencé, frappée d'un destin tragique, mais tissée de mécanismes que la clinique comprend mieux que la justice. En prison, isolée, coupée de tout, sans ancrage, sans lien, sans futur, son psychisme lâche. Elle devient incohérente, agitée, délirante par moments. C'est le délitement final d'une structure traumatique sans soutien, sans étayage, sans objet stable. Alors, oui, elle finit par dire qu'elle a tué les hommes de manière calculée. Pourquoi? Parce que quand un psychisme se désorganise, il cherche une narration simple, une version solide, même si elle est fausse, même si elle est autodestructrice. L'idée d'avoir tout contrôlé est moins terrifiante que l'idée d'avoir vécu dans la panique toute sa vie. Et parce qu'au fond, elle est fatiguée, lessivée, usée, éreintée par une existence entière, passée à survivre. Dire j'ai tout planifié, c'est dire laissez-moi partir, j'en peux plus. C'est une résignation, un suicide symbolique avant l'heure. Aileen est partie un matin sans éclat. Pas d'héroïsme, pas de drame, pas de scène. Juste une femme trop fatiguée, trop cabossée, qui a traversé la vie comme on traverse une tempête qui ne se termine jamais. Sa mort, c'est le rappel brutal de tout ce que le monde n'a pas su réparer chez elle. Parce que derrière Aline, il y a des milliers de femmes qui portent leur enfance comme des cicatrices ouvertes, des femmes blessées dans le silence, abandonnées dans l'indifférence, qui ont survécu là où personne n'aurait dû survivre seul. Ce n'est pas leur mort qu'il faut retenir, ce n'est pas leur chute, c'est tout ce qu'elles ont dû endurer avant que quelqu'un ne pense à les protéger. Aileen n'a jamais trouvé d'espace pour déposer sa peur, jamais trouvé d'épaule pour s'y appuyer, jamais trouvé la lumière qu'on devrait offrir à chaque enfant meurtri. Sa disparition dévoile l'ampleur de ce qu'on n'a pas vu, pas su entendre, pas su accueillir. Et si quelque chose doit rester d'elle, ce n'est pas le fracas de ses gestes, mais le murmure de cette vérité-là. Aucune femme ne devrait être seule face à ses blessures. Aucune. Aileen n'a pas trouvé sa place dans ce monde. À nous maintenant de construire un monde où d'autres pourront enfin la trouver.